Bonjour à tous, je suis le docteur Philippe Perret, je suis spécialiste de l'infection VIH, de formation médecine interne, mais je ne suis pas infectiologue, mais VIHologue comme on dit, et je travaille à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, dans le service de médecine post-urgence et infectiologie, où j'assure la prise en charge, les consultations du VIH, au sein d'une équipe multidisciplinaire. Ça c'est très important puisque c'est fondamental dans la prise en charge après. On travaille ici à La Roche étroitement avec l'équipe du professeur François Raffi du CHU de Nantes et le service le SMIT, le service de maladies infectieuses et tropicales, et évidemment le Corévi des Pays de Loire. Donc on vous mettra, je pense à la fin, une diapo avec toutes les coordonnées des endroits où on peut avoir des informations et des conseils. Alors, on m'a demandé là, dans le cadre de votre formation, d'aborder en matière de santé sexuelle, au cours des consultations de médecine générale, l'aspect du VIH. Alors, c'est évidemment pour des spécialistes comme nous, c'est assez simple. Par contre, dans son cabinet de médecine générale, ça peut le devenir beaucoup moins, et c'est un peu l'intérêt de ce topo que je vais vous faire. Et les trois points principaux, c'est en parler, dédramatiser, c'est très important, et orienter vers les structures spécialisées de prise en charge. Alors, ce qui pêche actuellement dans le VIH, c'est avant tout le dépistage, puisque encore et toujours, ça fait 35 ans que je fais ça, encore et toujours, il y a un déficit de dépistage qui aboutit à une pérennisation des contaminations, et il y a toujours en moyenne, en gros, au bon an, mal an, 6000 nouvelles contaminations en France, pour le VIH. Donc ça, tant que ça restera comme ça, l'épidémie ne pourra pas s'arrêter, et effectivement, tout l'intérêt de dépister, c'est d'orienter, de traiter, on va en reparler. Alors, quand on parle de santé sexuelle, là aussi c'est facile, quand on est derrière un bureau et devant une caméra, quoique, mais en médecine générale, c'est pas toujours évident. Et il faut le faire en parlant sans tabou, bien sûr, avec respect, avec des mots compréhensibles pour les gens. C'est pas toujours si évident que ça. Et évidemment, sans complexe et surtout sans jugement. Bien entendu, c'est la base. Alors, je vous ai dit qu'effectivement, c'était le dépistage qui était le plus en défaut, en fait. Quand on parle de sexualité avec une personne, je crois que le plus simple, c'est ce que disent d'ailleurs les sexologues, c'est de lui demander la permission d'en parler. Est-ce qu'on peut aborder le problème de votre sexualité? Et d'abord, demander quelle est votre orientation sexuelle à son patient. Parce que, évidemment, ça change un peu la donne et ça change les choses. Et effectivement, encore une fois, sans tabou, il faut demander l'orientation sexuelle des gens. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les gens sont finalement quelquefois plus à l'aise que soi-même avec leur sexualité. Il y a des populations qui sont effectivement très à l'aise avec ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans le sujet sans difficulté. On avait fait une étude il y a quelques années avec une interne de médecine générale où on s'est aperçu que la moitié des médecins généralistes ne parlaient pas eux-mêmes, médecins, de la sexualité avec les patients. Et ça, c'est un vrai problème, il ne faut surtout pas que ça dure comme ça. Et effectivement, si le patient est d'accord, on peut d'emblée aborder le problème du dépistage en disant: est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du VIH? Et puis après, effectivement, ça enclenche la discussion pour la suite. Il y a aussi une autre phrase qui est assez facile à prononcer, j'allais dire, c'est: avez-vous le sentiment d'avoir pris des risques?
les gens n'en ont pas forcément conscience, les patients n'en ont pas forcément conscience de la notion du risque, et c'est l'ouverture justement pour parler des conduites à risque et de faire prendre conscience aux patients qu'il en prend ou qu'il n'en prend pas. Et puis évidemment, ça amène à parler des pratiques sexuelles. Alors encore une fois, il y a des groupes de patients qui sont parfaitement à l'aise avec leurs pratiques avec lesquelles nous, médecins, on n'est pas du tout forcément à l'aise, et faut engager la discussion avec ça. Faut pas hésiter à essayer d'avoir un peu de détails. C'est pas du voyeurisme, et il faut évidemment pas le faire comme ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment dans la population des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, des homosexuels masculins, il y a une forte consommation de produits pour augmenter les performances sexuelles, produits de synthèse, drogues de synthèse, GHB y compris, et que les gens maintenant vont jusqu'à s'injecter en intraveineux, d'où d'ailleurs les risques de l'injection intraveineuse, la transmission d'autres maladies, et notamment de l'hépatite C actuellement. Alors quand on parle de ça, quand on parle du VIH et du dépistage, on fait référence aussi, et il faut poser la question, des autres infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, à commencer par les hépatites virales, A, B, C, le papillomavirus, la syphilis, le gonocoque, le chlamydia. Alors actuellement, il y a le monkeypox qui vient sur la table, mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore très bien calées par rapport à ça. Mais ça donne l'occasion d'aborder ces problèmes-là, d'en parler. Les gens ne sont pas au courant de tout ça, c'est des mots qui leur sont étrangers, et de leur proposer bien sûr la vaccination, parce que c'est la clé de la prévention, c'est la vaccination. Alors, en ce qui concerne les bilans, effectivement, un bilan d'IST, une prise de sang pour le dépistage, n'accompagnera pas forcément un bilan général, mais je pense qu'il faut profiter de tout bilan biologique qu'on demande à un patient dans son bilan de santé, de l'opportunité de faire un dépistage du VIH. C'est le sujet, il y a trop de contamination, l'épidémie ne s'arrêtera pas autrement. Et effectivement, il faut dépister, j'allais dire, à tour de bras. Les opportunités manquées de dépistage, c'est énorme. On avait fait un travail aussi là-dessus, et vraiment, il faut profiter de tout. Alors évidemment, symptômes, toute chose qui fait penser, même des choses biologiques, une thrombopénie, n'importe quoi, en fait, de profiter d'un bilan pour demander la sérologie VIH, il ne faut pas hésiter. Alors, effectivement, je pense que beaucoup de médecins, et beaucoup de médecins généralistes, à juste titre, se pensent en difficulté par rapport à une annonce qui, en fait, doit être extrêmement simple. Il faut complètement dédramatiser ce sujet. Quand on a découvert ça, il faut dire aux patients, voilà, on vient de vous découvrir une sérologie positive pour le VIH, et il faut toujours garder à l'esprit quand même qu'il y a des faux positifs. Le ratio n'est pas suffisant pour être sûr forcément à 100% au départ, donc ça on peut toujours se réfugier un tout petit peu si on sent que le patient est très angoissé en disant bon, il y a quand même la possibilité d'un faux positif, donc de toute façon ça mérite d'être vérifié, et je vais vous envoyer vers un spécialiste qui lui va se charger du deuxième prélèvement. Et de toute façon une sérologie doit toujours être confirmée par un deuxième prélèvement où on fait, en plus de la sérologie ELISA, un Western blot. En ce qui concerne le délai d'apparition, maintenant avec les techniques modernes, on dit théoriquement qu'on est sûr à 100% de la positivité 3 semaines après l'inoculation du virus. Avec les ELISA de 5e génération maintenant, ça se positive pratiquement en même temps que la charge virale, c'est-à-dire qu'au bout de 10-12 jours, il y a très peu de faux négatifs. Mais il y a encore des faux positifs, donc on peut jouer aussi un petit peu avec ça, avec son patient.
Et puis, on ne lui annonce pas forcément une bonne nouvelle à ce patient, même si, quelquefois, les gens finalement s'y attendaient plus ou moins, savent qu'ils avaient pris des risques, se sont décidés à faire un dépistage alors que ça traînait depuis longtemps. Et donc, il y a beaucoup de gens, dans notre expérience, finalement ne sont pas surpris. Donc, de toute façon, que le patient ait vu son résultat sur Internet avant ou pas, il faut sans embâche et sans aucun drame et sans aucune angoisse lui assurer qu'il a été contaminé par le VIH, à condition de la vérification. Et puis, quand on annonce une bonne nouvelle, mais ça vous le savez tous, une mauvaise nouvelle, pardon, il faut en annoncer une bonne ou deux si on peut, pour compenser cette annonce de mauvaise nouvelle, puisque le patient va se raccrocher à la bonne en essayant de mettre un peu de côté la mauvaise. Alors la bonne nouvelle, et il y en a beaucoup en matière de VIH, c'est que d'abord, il y a des équipes spécialisées, encore une fois multidisciplinaires, dans les hôpitaux où on prend le VIH en charge. Il y a des équipes médicales, il y a des infirmières bien sûr spécialisées, il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales, il y a des diététiciennes, il y a tout ce qu'il faut pour la prise en charge. Et on confie son patient à une équipe qui va effectivement prendre en charge. Il y a des bonnes équipes partout dans la région, il n'y a aucun problème. Il faut rassurer le patient en lui disant maintenant voilà, vous allez être pris en charge. Si votre positivité se confirme, on va vous proposer un traitement très rapidement. Très rapidement, ça peut être le jour même à l'extrême ou très rapidement dans les jours à suivre, qui va vous permettre de traiter votre VIH, qui effectivement malheureusement on ne peut pas s'en débarrasser à l'heure actuelle, on ne sait pas faire ça, se débarrasser du VIH complètement, mais on va mettre en place un traitement simple qui sera dans 99-95% des cas un comprimé par jour seulement, une trithérapie ou une bithérapie en un comprimé par jour qu'il faudra prendre tout le temps, mais qui permettra de contrôler parfaitement le VIH dans 100% des cas. Je connais beaucoup de spécialistes et de spécialités qui aimeraient pouvoir dire ça à un patient. Vous avez une sclérose en plaques, mais on a 100% de chance de vous contrôler parfaitement. Vous vivrez avec ce virus, vous pourrez avoir une vie normale, vous pourrez avoir des enfants, vous pourrez avoir des relations sexuelles normales, puisque quand on est traité, la charge virale qui est contaminante devient indétectable dans le sang, dans les sécrétions sexuelles, et on devient intransmissible. C'est la notion du I égale I, indétectable égale intransmissible, ou undetectable en anglais égale untransmissible. Donc en fait, il y a vraiment, ça c'est la bonne nouvelle, on vit avec le VIH tout à fait normalement. Alors effectivement, on annonce aux patients qu'on va l'envoyer, on vous donnera les coordonnées des centres. Il y a des rendez-vous rapides. Pour nous, les spécialistes du VIH et dans les services de maladies infectieuses, une découverte de VIH, c'est une urgence de prise en charge. Et on prend le patient en charge sous tous ses aspects. Et on fait tous les bilans nécessaires. Il est obligatoire de voir le spécialiste régulièrement. C'est compliqué en médecine générale de gérer le tout, mais de toute façon, le médecin généraliste joue un rôle indispensable, comme dans toutes les maladies chroniques, puisque le VIH est maintenant une maladie chronique. Le généraliste a un rôle primordial de collaboration avec l'équipe hospitalière, et on met le curseur après ensemble où on veut, de savoir ce dont le généraliste va s'occuper, puisque maintenant, il faut savoir que 50% de nos patients ont plus de 50 ans. D'ailleurs, on découvre des VIH à l'âge de 80 ou 85 ans. Il ne faut pas se mettre de limite, ni dans le jeune âge, ni chez les personnes âgées. Et effectivement, on va avoir à prendre en charge toutes les comorbidités en collaboration avec le médecin traitant, avec tous les conseils qu'on pourra lui prodiguer. Et c'est effectivement maintenant devenu, j'allais dire, très simple. Alors, le troisième point, évidemment il est important, c'est le suivi de la personne vivant avec le VIH, le PV-VIH, puisqu'on vit avec le VIH parfaitement normalement maintenant.
à condition d'un suivi médical. Alors là, c'est pareil, il faut rester cool parce que c'est pas non plus très compliqué. Je vous l'ai dit, il y a des équipes parfaitement spécialisées et compétentes qui sont en mesure de prendre en charge non seulement l'infection VIH, mais les comorbidités si le médecin a besoin de cette collaboration. Nous, on a de toute façon besoin de la collaboration avec vous les médecins généralistes, même s'il en manque et qu'il y a beaucoup de patients qui n'en ont pas. Et en Vendée, c'est particulièrement vrai. Pour suivre le patient. Donc de toute façon, il y a un bilan préalable qui peut difficilement être fait en ville parce qu'il est assez large, où on va vérifier toutes les vaccinations, vérifier toutes les sérologies, vérifier quelles infections le patient a eu avant, reprendre toute son histoire. Et donc ça, il y a un bilan hospitalier qu'on fait facilement au départ. Et qui doit, selon les recommandations, puisqu'il y a des recommandations tout à fait officielles d'un groupe d'experts en la matière, comme dans toutes les spécialités, qui définit que tous les 6 mois, on doit faire un contrôle au minimum immunovirologique pour vérifier virologique que le traitement marche bien et que la charge virale est indétectable, et le bilan immunitaire qui reflète l'état immunitaire du patient pour vérifier qu'effectivement le contrôle du virus est effectif et que l'immunité du patient se restaure. Et elle se restaure dans la très très grande majorité des cas. On a très peu de cas où l'immunité ne se restaure pas quand le virus est contrôlé. Et les patients retrouvent une immunité normale. On estime actuellement qu'un patient à qui on découvre le VIH aura une espérance de vie à peu près équivalente à celle d'une personne qui sera d'ailleurs probablement moins bien suivie puisqu'elle n'a pas le VIH au niveau de sa santé, donc c'est évidemment très rassurant. Alors il y a un bilan effectivement immunovirologique qui peut être fait par le médecin traitant s'il se sent en vie et est capable de le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois par an, il faudra que l'ordonnance, comme dans beaucoup de spécialités, soit renouvelée par le médecin spécialiste à l'hôpital, où il y a quelques généralistes qui effectivement en ont fait un peu une spécialité et qui sont d'ailleurs en général attachés dans les services. Il faut savoir que les traitements actuellement, on les modifie, on les change. C'est très rare d'avoir un patient qui va prendre un traitement du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. On a des patients qui sont à 5, 8, 10, 12, 15 lignes de traitement. On change. Et puis évidemment, dans les bilans qu'on fait tous les 6 mois et tous les ans, on fait un dépistage des intolérances, qu'elles soient cliniques, biologiques, rénales, hépatiques, enfin bon, tout ça est pris en charge, ça présente aucune difficulté. Alors la collaboration avec le médecin, elle est primordiale sur 3 sujets, j'allais dire, principaux. 1, l'observance, parce qu'évidemment, un traitement mal observé, c'est un traitement qui va entraîner l'apparition de résistance du virus et une escalade thérapeutique, alors qu'on fait plutôt maintenant de la désescalade. On donne une trithérapie puis une bithérapie. On est revenu à des traitements, on a des molécules beaucoup plus efficaces et plus puissantes et mieux tolérées que celles qu'on avait dans le temps. Et on arrive maintenant à contrôler le virus avec une simple bithérapie, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années encore. Donc pour l'observance, on a besoin du médecin, du pharmacien, des personnels soignants, du patient quand il est un peu âgé, qu'il a des comorbidités, des autres spécialistes, des aides à domicile, enfin bon. L'observance est un enjeu primordial. Sans bonne observance, on va à la catastrophe. Avec une bonne observance, on va à un contrôle facile et idéal. Il y a la gestion des interactions médicamenteuses qui sont peu nombreuses. On va vous mettre un lien avec un site où on peut checker avec tous les antirétroviraux existants et toutes les molécules de la pharmacopée, que vous puissiez vérifier les interactions médicamenteuses. Et s'il y a le moindre doute, il faut y penser. Un patient qui a un traitement antirétroviral, il est sujet aux interactions médicamenteuses malgré tout, de passer un petit coup de fil au spécialiste pour lui demander si oui ou non ça pose pas de problème. On sera toujours là pour vous répondre. Il y a des lignes d'avis infectieux, on vous mettra aussi les numéros de téléphone à la fin, au moins des 2 départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Mais c'est facile d'avoir un conseil et il faut beaucoup mieux demander avant que de ne pas le faire et d'entraîner des interactions néfastes.
Et puis la troisième chose, c'est la gestion des comorbidités. Bon, ça, c'est le métier du généraliste et on le fait en collaboration avec lui et il le fait en collaboration avec nous, ça ne pose pas de difficulté. Alors un accident d'exposition sexuelle, c'est toute prise de risque avec un partenaire, quel qu'il soit, dont on ne connaît pas le statut sérologique. Alors bien évidemment, l'idéal c'est de le connaître. Néanmoins, de toute façon, on sait qu'actuellement, on a des traitements qu'on appelle le TPE, le traitement post-exposition, qui est très efficace. Alors, on n'a pas de statistiques à 100%, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'un traitement contre le VIH pris dans les 48 heures, le plus tôt est le mieux. Il ne faut pas attendre 48 heures, parce qu'au-delà de 48 heures, le traitement sera probablement inefficace. Le virus est déjà rentré jusque dans les cellules dendritiques et les ganglions. Et donc, en fait, c'est dans les premières heures que ça joue, le plus tôt possible. Il faut savoir qu'on a la possibilité de mettre en route un traitement, une trithérapie simple, mais qu'on n'a pas à sa disposition quand on est en cabinet de médecine générale. Donc, l'info principale, c'est s'il y a un doute sur une prise de risque, il faut envoyer son patient vers une structure capable de délivrer un traitement d'urgence, un kit d'urgence qui est dans toutes les structures de 4 jours, d'un traitement de prophylaxie post-exposition pour que ça puisse être fait le plus tôt possible, mais dans les 48 heures. L'idéal pour nous, c'est évidemment de connaître la sérologie du patient source. Un patient source qui a une sérologie négative n'est pas contaminant. Donc on ne mettra pas en route un traitement. Si ce traitement est mis en route aux urgences où vous allez adresser votre patient, il sera de toute façon contrôlé par l'équipe spécialisée après. Donc la plupart du temps, on est assez large au début sur l'indication et puis après c'est à nous, avec les circonstances détaillées plus complètes la plupart du temps que le patient nous donne après, on voit si on continue ou si on ne continue pas le traitement qui devra être pris pendant 4 semaines. Alors c'est pas rien de prendre un traitement pendant 4 semaines, mais ça apporte une protection parfaitement efficace. Donc sachez que dans ces cas-là, faut appeler dans les services d'urgence de tous les structures sanitaires de votre département ou de l'endroit où vous travaillez. Alors, on a parlé de traitement post-exposition. Sachez aussi, et c'est une notion extrêmement importante dans le contrôle de l'épidémie, c'est que maintenant on a à notre disposition la PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition, qui se fait tout simplement avec des antirétroviraux, une bithérapie avec du tenofovir et de l'emtricitabine, ça s'appelle le Truvada, que tout le monde connaît, et qui peut être donné en pré-exposition. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévention en donnant un traitement avant la prise de risque, dont on sait qu'elle va arriver, que le patient sait qu'elle va arriver, parce qu'il va prendre des risques et il le sait, et ils le savent. Et donc, il y a dans tous les services maintenant des consultations PrEP, où on prend en charge le patient que vous adressez, même si c'est pas sûr qu'on va le mettre en place, et puis on va mettre en route cette prophylaxie qui est soit continue si les rapports sont fréquents, et quelquefois ils le sont très fréquents, ou discontinue, c'est-à-dire avant 2 jours ou 24 heures avant une prise de risque, et sur 2 ou 3 jours, et donc en fait on aura une prophylaxie parfaitement efficace aussi. Quand elle est bien prise, elle est efficace quasiment à 100%. Le virus ne se transmet plus. Donc on a beaucoup de moyens actuellement, en dehors du dépistage, pour contrôler l'épidémie. Alors, bien entendu, quand on fait de la PrEP, on s'occupe aussi de toutes les autres IST, avec des dépistages, chlamydia, gonocoque sur 3 sites, c'est-à-dire pharynx, anal, urinaire, et on en trouve énormément. Il ne se passe pas une semaine dans le service sans qu'on traite une syphilis et plusieurs chlamydia ou gonocoque, avec quelquefois des maladies sérieuses, mais souvent c'est asymptomatique. Et donc le dépistage des autres IST est extrêmement important. Et donc c'est assez simple, mais c'est bien cadré, et il ne faut pas hésiter éventuellement à nous contacter pour savoir comment ça marche et si on peut mettre ça en place.
Il y a encore un acronyme que tout le monde ne connaît pas, qui sont les CEGID, qui sont les centres effectivement, donc centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage des IST, CEGID, qui existent dans tous les départements, pas forcément dans tous les hôpitaux, et qui prennent en charge ce dépistage global d'ailleurs, la PrEP, et donc dont on va vous mettre les coordonnées, ainsi que celle du Corevi, qui est le centre, la coordination régionale du VIH et de la prise en charge du VIH. Donc ça, c'est pour les 5 départements de la région. Donc on va vous mettre aussi les coordonnées et le site du Corevi où on peut trouver bien sûr tous les renseignements dont on a besoin. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il faut savoir quand on est médecin généraliste dans la prise en charge du VIH et dans la dédramatisation des choses et surtout le dépistage et la discussion sur sa sexualité avec le patient et sur sa santé sexuelle, c'est très important. Merci à tous.